Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire patienter le temps que tout le monde se connecte. En attendant, je vais introduire rapidement cette section. Je suis Philippe Viexorek. Je dirige l'équipe innovation du pôle de compétitivité Minalogic. J'ai une petite teinte thématique sur l'intelligence artificielle. Minalogic, c'est un pôle de compétitivité, le pôle de la transformation numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes. On intervient sur trois grands domaines qui sont tous autour du financement des entreprises innovantes du numérique. Et on est effectivement sur trois axes, à la fois du financement public, la recherche de financement public, la recherche de financement privé, donc dette bancaire et levée de fonds, et également le fait de créer des opportunités business pour que les entreprises puissent développer leur chiffre d'affaires. Depuis 4 ans, on éclaire l'IA, on va dire. On tente d'éclairer l'IA en partenariat avec MIAI, donc c'est la quatrième saison. Le titre est trompeur parce qu'effectivement, on a renommé ces webinaires l'an dernier, donc c'est effectivement la deuxième saison des éclairages industriels de l'IA. Avant, c'était seulement les éclairages de l'IA. Cette année, on se consacre principalement à l'IA générative, c'est le huitième de l'année et le dernier. On va clore la saison 4 aujourd'hui. IA générative, on s'est attaché à tenter d'expliquer un peu l'IA générative, comment ça fonctionnait, puis maintenant on explore un peu plus les usages. Et aujourd'hui, on va regarder les usages de l'IA générative dans le monde de la formation et notamment de l'enseignement supérieur. La réflexion a démarré avec un livre blanc que l'écosystème a coécrit, piloté par GEM et Minalogic sur les dangers liés à l'IA au regard de l'hypertrucage et des deepfakes. Et quand le groupe réfléchissait sur ces choses-là, on a vu effectivement un des dangers potentiels dans de la manipulation d'informations, notamment au regard de la formation. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel qui a contribué à ce livre blanc et qui va prendre la première partie de cette intervention. Et puis ensuite, Daniel et Philippe, qui sont plutôt des ingénieurs pédagogiques, on va dire ça comme ça, vous corrigerez vos parcours et vos titres. Voilà, on est parti à peu près pour deux présentations de 10-15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface, on répondra à ces questions à l'issue des présentations. Donc soit on fera une pause entre les deux présentations, soit effectivement on prendra toutes les questions à la fin. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et puis je laisse la parole à Emmanuel et la présentation à Emmanuel. Merci Philippe. Donc, je vais partager pour démarrer cette présentation. Voilà, je vais hop, est-ce que je suis bien? C'est bon pour tout le monde. Et donc, je démarre sur cette présentation. Alors, j'ai appelé cette présentation le clair-obscur de l'IA générative dans l'enseignement supérieur. Alors, juste pour tout petit peu me présenter, dans une vie précédente, j'étais professeure d'art plastique. Et donc, j'ai fait des études, évidemment, d'histoire de l'art. Et je m'interrogeais sur le titre de cette présentation parce qu'en fait, dans l'enseignement supérieur, la particularité de l'IA, c'est qu'elle a un côté clair et un côté obscur. Je choisis du coup un tableau assez emblématique de ce que l'on nomme le clair-obscur en histoire de l'art. On voit une partie sombre et des parties claires. Euh, et pourquoi j'ai choisi cette métaphore? Parce que très souvent, les technologies, elles impactent très profondément et elles modifient profondément les usages, puisqu'il est question d'usage aujourd'hui. J'ai choisi de vous parler justement du tube, le tube de peinture qui a bouleversé la peinture au 19e siècle, puisque du jour au lendemain, les peintres du 19e siècle ont pu aller dehors, ont pu travailler in situ sur le motif directement, plutôt que de travailler dans les ateliers. Et ça a engendré une modification très profonde la peinture. C'est une des raisons, un des paramètres de l'émergence de l'impressionnisme. Bien sûr, c'est pas le seul. Il y a aussi l'émergence d'une autre technologie, un lien direct avec l'apparition aussi de la photographie dans le milieu du 19e siècle. Pardon. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça fait sens par rapport à l'IA. L'apparition de l'IA, ça modifie profondément l'enseignement et notamment l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce que ça déferle du jour au lendemain. En tous les cas, l'IA générative, on sait qu'il y a des IA prédictives,
par exemple les modèles météo, les IA adaptatives, tout ce qui est recommandations TikTok, Netflix, etc., analytique, des outils qui permettent de lutter par exemple contre la fraude fiscale, et puis ben, l'IA générative, évidemment, qui intervient par rapport au texte, à l'image, à la musique, à la vidéo. Et la particularité de ces IA génératives, c'est que ça a été directement des outils grand public. Et vraiment, ça a tout de suite bouleversé les usages d'un seul coup, puisque ça s'est imposé d'un seul coup à tout le monde très, 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 très rapidement. Et ça bouleverse évidemment le métier de l'enseignant, mais aussi le métier de l'étudiant. On peut difficilement parler d'un métier pour l'étudiant, quoique. Et ça a impacté des impacts vraiment majeurs dans l'enseignement à tout niveau. Hein. On parlait tout à l'heure, Philippe parlait des deepfakes, on a parlé de la protection des données, de propriété intellectuelle, etc., etc. Et donc, même si tout ça n'est pas du ressort de l'enseignant, il y a quand même vraiment des impacts très forts sur l'enseignant. Alors, comme pour la peinture, l'apparition de la peinture en tube, elle a fait très peur au monde de l'art et notamment au monde académique de l'Académie des Beaux-Arts. Mais par contre, elle a permis à plein de choses de se déployer derrière, on le connaît. On les connaît aujourd'hui, on a un regard aujourd'hui dessus, mais à l'époque, c'était très angoissant pour tout le monde. Eh bien, l'apparition de l'IA, le déferlement de l'IA, elle engendre aussi des choses très importantes. Alors, si on regarde un petit peu l'arrivée de ChatGPT, puisque c'est l'outil que tout le monde a connu du jour au lendemain en novembre 2022. Il s'est imposé comme une appli grand public avec la croissance la plus rapide de l'histoire. Hein. Il y a eu 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Et ce déferlement, il a eu des impacts majeurs sur la pédagogie parce qu'il a pris une place importante absolument tout de suite. Et dans une étude 2024 du pôle Léonard de Vinci, dont je vous ai mis une petite représentation graphique, l'impact sur les étudiants, il est juste phénoménal. Il y a 99. Alors, ça, c'est issu d'un rapport de la FNEJ. La FNEJ, c'est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. C'est une grosse association qui chapeaute les établissements d'enseignement supérieur dédiés au sens de gestion, dont je fais partie, Grenoble École de management. Et donc, cette étude, elle montre que l'impact des IA génératives sur les étudiants, elles sont importantes, puisque 99% en 2024 des étudiants utilisent les IA génératives. Donc, on le voit, hein, 30% de ChatGPT, 80, le payant, 88% le gratuit. Donc, ils l'utilisent très fortement, mais les enseignants aussi l'utilisent fortement. Donc, c'est impossible aujourd'hui d'ignorer l'impact de l'IA sur l'enseignement supérieur. Et ça nécessite fortement de former à la fois les enseignants et les étudiants pour soutenir les apprentissages et puis parce qu'en fait, on ne doit pas compromettre le développement intellectuel et académique des uns et des autres. Il y a des enjeux très, très, très importants de cette IA. Donc, ces enjeux, ils sont sociétaux, bien sûr, mais ils sont aussi dans la pédagogie, puisque ce déferlement des IA, elle entraîne des comportements qu'il va falloir réguler, notamment chez les étudiants. Je pense à un premier comportement qui va être le fait qu'il va falloir vraiment insister sur l'esprit critique, sur la façon dont on va évaluer les choses par rapport à tout ça. Alors, l'IA, elle va déstabiliser chaque niveau de la cohérence pédagogique. Ce qu'on appelle la cohérence pédagogique, c'est l'alignement entre les objectifs pédagogiques d'un parcours d'apprentissage, la façon d'enseigner, les méthodes, les techniques, les activités pédagogiques qui vont être proposées par les enseignants, et aussi l'évaluation. Et donc, la cohérence pédagogique, elle va être très fortement déstabilisée à ces 3 niveaux, puisque on doit former les étudiants dans le monde dans lequel ils vont vivre. Et si c'est ce monde, c'est le monde avec le déferlement de l'IA, ben, on doit changer nos référentiels de compétences par rapport à ça. La façon d'enseigner, c'est que l'IA, elle change notre façon d'enseigner parce qu'elle nous apporte des choses. Il y a des risques et on les verra tout à l'heure, mais il y a aussi des atouts. Et donc, ça devient à la fois un outil pédagogique pour le prof et un outil pédagogique pour l'étudiant. Et puis, bien sûr, on ne peut plus évaluer les étudiants de la même façon, ça c'est très clair. On va faire un petit focus sur ces 3 éléments. Alors, j'ai trouvé que cette phrase a été pas mal. Je l'ai trouvée dans un livret de l'Université catholique de Louvain qui propose souvent des ressources très intéressantes et qui dit dans son petit livret, l'enseignante ne devrait pas continuer à faire ce qu'une IA fait mieux et l'IA ne devrait pas être utilisée pour faire ce qu'on ne comprend pas encore du rôle de l'enseignant.
Voilà, je vous laisse quitter 2 secondes là-dessus. Donc, en gros, l'IA, elle va avoir on va pouvoir la mobiliser en termes d'enseignement, c'est-à-dire, par exemple, elle va pouvoir aider l'enseignant à créer et produire des ressources pédagogiques, des exercices, d'autres choses. Elle va pouvoir aider l'enseignant à évaluer les acquis, donc concevoir des questions, concevoir des quiz, créer des parcours de révision, tester des évaluations, enfin tout un tas de choses. Et puis en termes de recherche, elle va pouvoir, on peut parler d'interaction avec un corpus de connaissances, elle peut faciliter plein de choses. Enfin, voilà, revue de littérature, la traduction, le résumé d'articles, etc., etc. Elle peut aider à collecter, analyser des données, elle peut aider à concevoir un certain nombre de choses en donnant des idées, en faisant une espèce de pré-brainstorming, des choses comme ça. Et puis en termes d'apprentissage, l'IA, elle peut générer des questions de révision. Ça enlève une grosse charge à l'enseignant à partir d'un corpus de cours ou de données. Elle peut offrir du tutorat personnalisé aux étudiants. Donc, ça peut être très, très précieux. Hein. Il peut y avoir des échanges, répondre à des questions, etc., etc. Ça peut aider à la créativité, quoique. Hein, la créativité, dans une certaine mesure, hein, on le voit, c'est à la fois un atout et en même temps une limite, moi je trouve. Ça peut proposer plein de brouillons. On peut proposer un brouillon pour démarrer, pour concevoir quelque chose, pour structurer des idées. Et puis, ça peut aider à l'apprentissage des langues, par exemple, donc en termes de compétences un peu plus spécifiques, puisqu'on peut tout à fait utiliser l'IA comme une espèce de coach en apprentissage de langue. Voilà. Ça peut aussi modéliser des problèmes. Si on fait un petit zoom sur l'intégrité académique, on voit qu'en fait, le gros problème de l'intégrité de l'IA, c'est qu'il faut continuer à exercer son esprit critique en termes d'intégrité académique pour pouvoir évaluer ce que dit l'IA, parce qu'en ce moment, ça peut peut-être tout à fait évoluer. L'IA, parfois, elle dit absolument n'importe quoi. Il faut faire très, très attention justement aux sources qu'elle cite parfois, elle cite n'importe quoi parce qu'on lui demande de citer quelque chose. Il faut aussi faire très attention à ce que la démarche de l'étudiant, ça soit une démarche personnelle, via l'accompagne, mais ce n'est pas le contraire. Il faut exiger de la transparence, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un moment où on impose à l'étudiant d'expliquer comment il a procédé avec l'IA, et puis bien sûr le respect du droit d'auteur, c'est très très important. En ce qui concerne l'évaluation, c'est quelque chose qui est très impacté par l'IA, puisque les étudiants peuvent parfaitement faire les choses à l'IA en leur demandant de construire un devoir, des éléments, une présentation, que sais-je encore, que ce soit au niveau des images, au niveau du texte, au niveau du son. L'IA, à travers tout un tas d'outils, peut faire plein de choses. Donc là, pour le coup, l'enseignant, il peut avoir plusieurs façons de procéder. Soit il va tout faire pour que l'IA soit évitée, ça peut parfois être une bonne idée. Donc, retour à ce qu'on faisait il n'y a pas si longtemps, des devoirs sur table, sans ordinateur, un papier, un crayon, et tout le monde réfléchit ensemble, ou tout seul, peu importe. Donc ça limite les risques de tricherie, puisqu'il y a de gros risques de tricherie. Ça préserve évidemment l'intégrité académique. Voilà, et ça permet de certifier à coup sûr que les étudiants ont bien travaillé. On peut contourner l'IA, donc on peut faire en sorte que ce qu'on propose de faire aux étudiants, ça soit impossible d'y répondre avec l'IA, parce qu'on va parler, on va leur demander d'avoir un regard, par exemple, réflexif sur leur travail, ou on va parler de quelque chose de très, très, très contextualisé. Donc, pour le coup, l'IA pourra difficilement répondre, ou alors elle répondra n'importe quoi. Et puis, on peut aussi intégrer l'IA dans la réponse. Donc, on va demander à l'étudiant d'intégrer l'IA, de l'évaluer, de donner des traces de ce qu'elle a dit, de donner son avis, etc. Et ça va permettre parfois d'avoir un usage plus responsable et plus critique de l'IA. Et ça va permettre justement de, de, de l'intégrer, et de l'intégrer notamment dans le fait que plus tard, les étudiants vont devoir travailler dans des contextes où l'IA sera très, très fortement présente à tout niveau. En tous les cas, dans les sciences de gestion, on le voit déjà de tous les côtés. Alors, on peut se poser des questions par rapport à ces IA sur la confiance qu'on peut leur faire, puisque si on regarde un petit peu comment ça fonctionne,
eh ben, elles ont une compréhension limitée, hein. Ça génère du contenu, mais ça comprend pas vraiment le sens de ce qui est généré. Il y a beaucoup de risques d'erreur, je l'ai évoqué juste avant. Ça crée des contenus probables sur la base de son apprentissage, puisque ça se base sur un corpus, mais ça peut évidemment générer des contenus qui sont incorrects ou biaisés. Il faut absolument du coup vérifier tout ça. L'usage critique est nécessaire et c'est là qu'on voit que justement les enseignants ont toute leur place. La qualité du prompting aujourd'hui est essentielle. Est-ce qu'elle le sera encore longtemps? A priori, ça va de moins en moins être le cas, puisque on a de plus en plus d'autres IA qui aident à faire justement des prompts. Mais aujourd'hui, c'est encore nécessaire. Et puis, ben, il y a un vrai problème de sécurité des données, puisque l'IA elle ne garantit pas la sécurité de ces fameuses données. Donc, il faut vraiment insister beaucoup auprès des étudiants pour qu'ils se sentent responsables des données qui sont fournies par l'IA et qu'ils soient très transparents par rapport à tout ça. Alors, si on revient par rapport à ce qu'il y a de clair, on revient un peu. Alors, j'ai choisi un tableau de Van Gogh qui montre un peu le clair-obscur, hein, puisque c'est le summer, ça s'appelle comme ça ce tableau, et on voit un summer qui est dans l'ombre et derrière le soleil. Alors, si on regarde le côté clair, eh ben, on peut dire que l'IA, côté enseignant, elle peut apporter plein de choses, peut automatiser un certain nombre de tâches administratives, ça permet de personnaliser l'enseignement à travers des outils gratuits ou payants et du coup de vraiment avoir quelque chose de très adapté au profil des étudiants et à leurs apprentissages. Ça peut être une belle assistance en termes de création de contenu pédagogique et d'outils. Et puis, bah, côté étudiant, on retrouve l'apprentissage personnalisé. Ça peut vraiment aider à la révision et à l'assistance, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L'IA, elle sera présente pour ça. Et puis, ça peut parfois améliorer l'accessibilité, notamment avec des outils d'IA qui permettent d'avoir de la reconnaissance vocale, pardon, de la traduction si besoin, hein, pour des étudiants qui auraient des problèmes d'accessibilité. Et puis, ben, le côté obscur, c'est que il faut pas oublier qu'il y a une vraie grande hétérogénéité par rapport à ça, que ce soit en termes de professeurs qui peuvent être avoir un niveau très différent en termes de connaissance de l'IA et de la façon dont il faut l'utiliser, etc., etc. Mais pas seulement. Ça peut être aussi une hétérogénéité par rapport aux mêmes problèmes vis-à-vis des étudiants et puis vis-à-vis aussi de l'équipement des uns et des autres, hein. Qui peut se payer aujourd'hui 20 euros par mois d'équipement à un outil payant? Quelles sont les institutions qui acceptent de payer des licences à leurs enseignants? Donc, cette hétérogénéité, elle est un peu dans ces deux-là. Et puis, il y a un vrai problème par rapport à l'identité enseignante, hein. Qui est-ce qu'on est en tant qu'enseignant quand on est, quand on a de l'IA qui donne du savoir, qui structure des propos, etc., etc. Ça, c'est pas évident. Puis, il y a l'histoire de la flemme, hein, par rapport au côté obscur, un étudiant qui, en 4 minutes, un contenu qui est proposé, qui est structuré. Il n'a pas du tout réfléchi à la problématique, à la structuration de ses propos, enfin, tous ces domaines-là. La créativité, donc la triche, on a vu juste avant. La créativité, alors l'IA, elle aide à la créativité, mais elle peut être aussi une vraie source d'étouffement de la créativité parce que finalement, quand on est plusieurs à réfléchir à la créativité, ben, c'est quand même beaucoup plus enthousiasmant, on s'investit plus dans ses apprentissages. Et puis, il y a certaines habilités qui sont pour moi en danger. C'est 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 le fait justement d'avoir l'obligation de réfléchir, de construire son propos. Et s'il y a quelqu'un qui le fait à sa place, on oublie, hein. Vous avez tous oublié les numéros de téléphone des gens les plus proches que vous avez autour de vous à partir du moment où un téléphone a eu les numéros de téléphone automatiques. Moi, je connais juste mon numéro de téléphone. Je connais plus aucun numéro de téléphone, même de mes enfants. Même, voilà, j'ai oublié les numéros de téléphone. Vous avez plus besoin de savoir où aller parce que finalement, sans orientation avec un GPS, c'est facile. Ben, quid de apprendre à structurer ses propos et problématiser quand on aura tout le temps quelqu'un qui le fait à notre place. Donc, du coup, même si 2 tiers des étudiants et des enseignants reconnaissent le potentiel pédagogique et la valeur ajoutée de l'IA, eh ben, il y en a quand même 91% parmi les enseignants et 72% parmi les étudiants qui sont quand même vraiment préoccupés par les risques. Les risques de l'IA, on les a cités, mais ça peut être le plagiat, la violation du droit d'auteur, la désinformation, l'altération de l'esprit critique et créatif, la réduction des capacités rédactionnelles.
Même si, et ça oblige les enseignants à devenir plus pédagogues, hein, puisque un enseignant, c'est pas seulement enseigner, c'est pas seulement faire son cours, c'est apprendre les étudiants, quel que soit le contexte. Donc, du coup, bah, peut-être pour conclure cette présentation, je dirais que euh, quel que, quel que soit le contexte qu'on rencontre, hein, et quels que soient les outils technologiques qui arrivent, hein, il y en a de nombreux qui ont jalonné tout le XXe siècle, hein, c'est vraiment de se demander comment faire apprendre au mieux à partir de là, et avoir la certitude que l'enseignant il sera toujours extrêmement utile pour les étudiants. Voilà, je conclus par ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais passer la parole à Philippe et Daniel. Je me souviens plus, je crois que c'est Philippe qui intervient en premier, mais j'ai un doute. Donc, je Oui, vous laisse c'est bien partager ça. votre présentation. C'est Je vous bien rappelle qu'il y a ça. l'interface pour poser vos questions-réponses à nos intervenants si vous vouliez clarifier ou les challenger sur certains de leurs propos. Je vous remercie et à tout de suite. Est-ce que vous voyez bien le Parfaitement, oui, pas diaporama? de souci. Très bien. Superbe. Merci Philippe, merci de l'invitation. Juste un petit mot pour commencer, pour préciser, on fera pas d'éclairage industriel, hein. J'ai vu que le titre général des sessions, c'était éclairage industriel. Nous, on est dans une université, Université Grenoble-Alpes, et donc l'éclairage sera au niveau universitaire. Et donc l'éclairage de quoi? Eh bien, l'éclairage de la manière de... Donc ce qu'on va présenter avec Daniel, c'est un compte-rendu de séances de présentation de ce qu'est l'IA générative et de comment on peut la mettre en œuvre auprès des étudiants dans notre université. Donc c'est vraiment ça sur quoi on va discuter. Et si j'arrive à passer la diapo suivante, ça sera mieux. Et deux mots sur les abréviations et où on peut retrouver ces diapos. Donc, IA générative, on l'appellera GenIA, c'est un acronyme qui se répand dans le monde en général. L'URL de cette présentation, elle est ici et elle peut se retrouver sur ma page personnelle aussi. Et enfin, en fin de cette présentation, vous aurez les références des travaux cités si vous voulez creuser les affaires. Bien évidemment, vous pourrez aussi nous poser des questions. Alors, pour continuer sur ce qu'a vient de dire Emmanuel, il est clair qu'il y a de très fortes attentes sur l'IA en général et plus spécifiquement sur l'IA générative, hein, ça, je pense que tout le monde en est d'accord. Il y a à la fois des fortes attentes au niveau des enseignants et des enseignantes, c'est-à-dire qu'ils veulent de manière pressante des formations, des informations, voire des chartes pour pouvoir travailler, pour pouvoir éventuellement en instruire les étudiants et étudiantes, voire les opposer si c'est des chartes. Et d'en haut aussi, Patrick Hetzel, très récemment, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans sa feuille de route de la semaine dernière, parle en priorité assez haute, hein, 2 sur 3, d'acculturer et former et faire adopter l'IA partout. Alors, partout, hein, vraiment, donc même chez nous, notamment en l'intégrant comme outil pédagogique. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas nous qui l'avons interprété, je pense. Voilà. Donc, vous voyez qu'à la fois en bas et à la fois en haut, il y a une démarche volontariste d'un côté et un peu expectative de l'autre. Il faut traiter ça. Et donc, notre idée, c'est de la traiter localement en essayant de développer ou faire développer une littératie de l'IA chez les enseignants et enseignantes et on l'espère par ruissellement étudiante. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la littératie de l'IA? Alors on a mis un C là et il y a un T précédemment. Vous me pardonnerez cette orthographe différente à chaque fois. Donc c'est défini comme vous le voyez là. Essayer d'expliquer comment les technologies fonctionnent et ont un impact. Ça c'est lié aussi à leur utilisation éthique et responsable. C'est lié aussi au fait qu'on peut s'en servir pour communiquer efficacement avec elle dans n'importe quel contexte. Là, on parle bien d'IA en général et pas que d'IA générative, mais on peut, je pense, appliquer cette définition aussi à l'IA générative. Donc voilà un peu notre point de départ et je vais laisser maintenant Daniel continuer et préciser le programme de la session de sensibilisation qu'il a mis en place principalement. Daniel, c'est à toi. Excusez-moi, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Daniel Seb, donc je suis ingénieur pédagogique à la direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'Université Grenoble-Alpes.
Et donc, on m'a demandé, par le biais de Philippe, qui est notre chargé de mission, qui est enseignant en sciences de l'éducation, et puis par un ensemble d'enseignants qu'on appelle des référents pédagogiques. C'est-à-dire que ce sont des enseignants qu'on a dans chacune des composantes de notre université et qui font le relais entre les services qu'on peut proposer et les attentes des enseignants qui composent ces composantes, donc enfin, ces UFR. Et donc, ce groupe de référents m'avait fortement interpellé l'an dernier, enfin dès l'apparition de ChatGPT, pour qu'on mette en place au sein de l'établissement un- une session, enfin un programme de formation à l'usage des IA, en commençant par une session de sensibilisation qui semblait importante. Donc, voici le programme de cette session. En fait, c'est assez classique. Enfin, on retrouve assez classiquement ce type de session maintenant dans les universités. Donc, il y a un premier point qui traite des grands principes de fonctionnement de la GNIA, avec un focus sur les robots conversationnels. Donc, on y aborde dans cette première partie les notions d'algorithme, de réseau neuronal, de supervision. Et en ce qui concerne les LLM, on parle de vectorisation, de token. En fait, on essaye de débroussailler un petit peu et d'expliquer aux enseignants que le fonctionnement de ces IA repose essentiellement sur de l'analyse statistique, sur des règles logiques, mathématiques, probabilistes. Et donc, on essaye de démystifier un petit peu le côté magique que peuvent avoir ces IA quand on entend parler aujourd'hui. On a un deuxième point qui traite donc des enjeux sociaux, et ça, tout le monde en a conscience. Mais l'idée ici pour nous, c'est de montrer en quoi finalement la qualité des données et le choix des données ont une incidence forte à la fois sur les résultats, enfin, sur les résultats, et en quoi le choix de ces données peut révéler des inégalités sociales, culturelles. On traite évidemment aussi des impacts environnementaux. Enfin, on a un troisième point, puisqu'on est à l'université, qui dresse un état des lieux et des perspectives de l'usage des IA constatés et à venir. Donc, en ce qui concerne la sélection, hein, peut-être que vous avez entendu parler, enfin, pour les enseignants, vous connaissez Parcoursup, ce type d'application, ce type d'outils qui permettent de faire de la sélection. Il y en a aussi maintenant pour les masters. Le développement qu'il pourrait y avoir au niveau du tutorat, de l'évaluation, de l'individualisation, Emmanuel en a parlé. Donc, on fait cet état des lieux pour que les enseignants puissent commencer prennent en compte que ces choses-là existent, qu'on pourrait les utiliser, on va certainement les utiliser dans les universités. Et donc, l'idée ici, c'est que les gens commencent à se positionner face à ces enjeux dans le contexte universitaire qui est le nôtre. Et puis enfin, on a un point on échange avec les enseignants sur les postures à adopter face à ces technologies. Et là aussi, Emmanuel les a rappelées. En fait, nous, on est parti d'un postulat de départ, c'est-à-dire que quand on regarde à chaque fois, quand on se retrouve dans une dynamique de changement d'organisation, on a différents positionnements des acteurs qu'on pourrait résumer entre les proactifs, hein, ceux qui vont y aller tout de suite, les gens qui vont suivre le mouvement, et puis les gens qui vont être réticents à utiliser ce type de technologie. Donc, on était parti de ce postulat de départ en disant les enseignants qu'on va avoir dans les salles vont arriver et vont être grosso modo appartenir à une de ces catégories-là. Je reviendrai dessus tout à l'heure parce que finalement, on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas. Je te laisse Je passer passe. Ouais, merci. Donc, aujourd'hui, pour le moment, on a réalisé l'an dernier 8 sessions qui représentent à peu près 90 enseignants. Donc, c'est une formation, moi, que je propose in situ dans les différentes UFR de notre établissement, par le biais, je vous en parlais, donc, de notre réseau de référents pédagogiques. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais en fait, c'était une formation qui était conçue initialement sur une durée de 3 heures et que je joue entre 2h30 et 3h30 en fonction des UFR dans lesquels j'interviens. Et là encore, je vous en reparlerai tout à l'heure. On passe à la diapo suivante. Voilà, merci.
Donc, bilan de ces 8 premières sessions. Il y a plusieurs choses qui ressortent, hein, en fait, de ces sessions-là. D'abord, il y a une forte demande des enseignants d'être associés à toutes les réflexions politiques et pédagogiques si à un moment donné, il y a un déploiement des IA dans le cadre des universités. Alors en fait, finalement, il y a 3 dimensions là-dedans. Il y a la première dimension qui est donc une dimension pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants, ce sont les principaux garants de la qualité d'apprentissage. Et dans ce cadre-là, ils souhaitent être associés aux décisions qui pourraient être prises en cas de déploiement pour assurer que les outils servent bien à des objectifs, à leurs objectifs pédagogiques, aux objectifs pédagogiques qu'ils visent. Il y a un deuxième point, il y a une dimension un peu politique là-dedans aussi, c'est-à-dire que le déploiement d'une IA, ça va impliquer des choix qui vont être éthiques, des choix qui devront garantir l'égalité d'accès, le respect de la vie privée des étudiants, enfin des utilisateurs et les enseignants là, qui sont là encore les intermédiaires essentiels, enfin principaux entre les décideurs politiques et les apprenants. Eh ben, ils souhaitent être consultés pour garantir que ces technologies soient déployées de manière responsable, équitable, et qu'elles soient là encore adaptées aux besoins de notre système éducatif. Et puis, il y a une troisième dimension qui est un peu plus une dimension stratégique, mais on sait bien quand on est dans une dynamique de changement, euh, associer les acteurs à l'ensemble de ces réflexions-là, c'est faciliter leur adhésion et leur compréhension donc, des changements. Deuxième point, donc on s'aperçoit que cette séance de sensibilisation, alors on a des enseignants qui arrivent avec une forte volonté de pouvoir tout de suite utiliser les outils, tester les outils, créer des activités avec ces outils-là, en disant non, mais le fonctionnement, finalement, c'est pas important. Et à l'issue de cette session de sensibilisation, les enseignants viennent me voir et me disent enfin, systématiquement, oui, il faut qu'on passe à quelque chose d'autre maintenant, mais on avait besoin d'avoir cette séance de sensibilisation, on avait besoin de débroussailler le terrain avant de pouvoir s'y mettre, parce qu'on a besoin de comprendre les enjeux avant de vraiment savoir comment on doit utiliser les choses. Autre point qui est intéressant, c'est que les enseignants, ils ont bien conscience que c'est inutile de lutter contre. Et donc, il y a finalement peu de réticence à l'usage de ces technologies-là. Ils savent qu'on ne peut pas lutter contre parce que c'est des outils qui sont faciles d'accès, c'est des outils qui sont utilisés par les étudiants, c'est des outils pour lesquels aujourd'hui on a de grosses difficultés. On a des outils de reconnaissance d'écriture avec les IA, mais en fait, ils sont très peu performants. Donc, ils ont bien conscience que ce n'est pas la peine de chercher à lutter contre. Et on oscille aujourd'hui entre des enseignants euh, qui sont à minima à se dire quelle modification je vais opérer sur mes pratiques d'évaluation, jusqu'à des enseignants qui disent bah, il faut qu'on s'empare de ces outils parce que ça va nous permettre de travailler des compétences qu'on a du mal et parfois du mal à travailler avec les étudiants, qui sont des compétences euh, qui permettent le développement de capacités cognitives de haut niveau, l'évaluation, l'analyse. Ils disent que ça peut être un outil intéressant pour développer, faciliter le développement de la pensée critique. Donc, je vous disais des attentes fortes sur la mise en place, sur une suite de ces ateliers en disant il faut qu'on puisse tester des outils, il faut qu'on puisse créer des activités en les utilisant. Il y a des demandes même de pouvoir utiliser ses propres IA et de pouvoir paramétrer ses propres IA. Et puis, il y a un flou encore quand même aujourd'hui sur l'usage de ces outils-là dans le monde universitaire. Il y a quelques universités qui commencent à adopter des chartes d'usage, mais il y a quand même encore certains flous juridiques qui font que les enseignants demandent fortement à ce à ce que l'usage de ces outils-là puisse être encadré. Euh, Euh, ouais, ça nous voilà. laisse,
Ça nous laisse quelques questions. Enfin, Daniel et précédemment Emmanuel ont montré en fait un certain nombre de champs de travail qui sont importants à essayer d'approfondir. Pour notre part, on voit ces 5 champs-là, mais bien évidemment, il y en a plein, hein, plein d'autres. Le premier, et sur lesquels on pourrait faire jouer les enseignants, c'est essayer de voir comment leur permettre d'analyser empiriquement tous les biais que ces outils comportent, notamment le biais de genre. Et là, on cite un dernier papier qui montre que si on interroge un outil comme ChatGPT en leur donnant des phrases où il y a des stéréotypes masculins ou féminins, en leur demandant est-ce que tu penses que la personne dont on parle, elle est masculine et féminine, eh bien, les biais, un certain nombre de biais sont affirmés. Et les biais c'est assez intéressant parce que quand tu as un stéréotype masculin qui est affiché, ChatGPT pense que ça peut quand même être une fille qui peut faire cette activité-là, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que quand on met un stéréotype féminin, il n'est pas question que le garçon fasse le truc. Donc il y a des choses intéressantes qui sont là-dedans. Et faire jouer les enseignants là-dessus pour qu'ils se rendent compte de ces biais-là, à notre avis, est essentiel. La deuxième question qui nous paraît essentielle, c'est l'histoire de l'humain dans la boucle, hein. C'est-à-dire que si l'IA génère des sujets, si l'IA y répond via les étudiants et si via les enseignants à nouveau l'IA les corrige, il n'y a plus d'humain du tout, il n'y a plus d'humain qui apprend, il n'y a plus d'humain qui enseigne et ça pose les problèmes que vous imaginez. Et le troisième point, je me souviens plus si c'est Daniel ou moi qui devions la faire. Je la commence et Daniel, tu continueras. Et bien évidemment, il y a mais là aussi, on en a déjà parlé, hein, il y a de nombreux aspects à la fois sur le règlement général de la protection des données et sur les aspects éthiques qui sont importants au moins à initier et à expliquer par rapport à l'IA génératif. Et Daniel, je te laisse continuer. On t'entend pas. Oui, le troisième point que tu viens d'évoquer rejoint le quatrième, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai des enseignants qui me demandent quelle IA utiliser. Et j'ai beaucoup de mal à leur proposer des IA, alors, je dis du commerce, mais enfin qu'on trouve sur Internet, qui soient compatibles RGPD. Et donc, vers quoi est-ce qu'on va se destiner au niveau de l'université? Quel modèle économique on va adopter? Est-ce qu'on va développer des choses en interne? Est-ce qu'on va prendre des abonnements externes? Pour quel type d'usage, à quel moment. Il y a un enjeu qui est assez important là-dessus, mais j'ai beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui souhaiteraient effectivement pouvoir, enfin, de ce qu'ils m'en disent, pouvoir utiliser leur corpus propre, alimenter des IA et avoir des serveurs mis à leur disposition pour pouvoir mettre à disposition des étudiants des chatbots qui seraient propres à leur discipline et à leurs objectifs pédagogiques. Et une autre interrogation qu'on a actuellement sur laquelle on se pose plein de questions, c'est que je vous disais tout à l'heure donc que j'interviens dans les UFR et que le temps peut varier d'une UFR à l'autre. Et on voit bien qu'il y a que chaque discipline a ses spécificités et que les enjeux sont très différents d'une UFR à l'autre, car les compétences d'apprentissage qui sont visées, elles sont propres aux disciplines enseignées. Alors, petit exemple, hein, en pharmacie, j'ai une enseignante qui me dit oh bah, je leur demandais des résumés, j'ai plus besoin de leur demander des résumés, je ne me remettrai plus avec ça. Par contre, on voit bien que cette notion de résumé ou de synthèse de texte ou de travail sur la finesse de la langue quand on fait de la traduction, elle est différente. Et d'ailleurs, quand je regarde aussi les ateliers que j'ai mis en place jusqu'à présent, j'ai fait 4 séances dans des composantes qui sont liées au langage, aux lettres, aux langues, hein, et beaucoup moins, et une en pharma, une en sport, une pour l'ensemble de l'établissement. Mais donc, il y a une forte demande de certaines disciplines, certaines UFR, de pouvoir travailler sur leur spécificité propre en termes d'apprentissage. Et pour tout terminer, une piste de travail que l'on aimerait aussi approfondir, qu'on n'a pas commencé vraiment à travailler, mais on va s'y mettre,
c'est la démagification de l'IA générative. Les problèmes qui se posent, c'est que actuellement, l'IA générative est massivement à la fois anthropomorphisée et magifiée, les deux vont ensemble, hein, et à la fois par ses concepteurs, c'est-à-dire ChatGPT, on a vraiment l'impression, et c'est par design, hein, qu'on s'adresse à une personne. C'est magifié, c'est-à-dire qu'en permanence, on fait appel à des métaphores magiques pour expliquer comment il fonctionne. Donc, c'est à la fois les concepteurs, les vendeurs, mais aussi certains chercheurs qui anthropomorphisent ça. C'est pas toujours simple parce que là aussi, dès le départ, dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence, donc il y a dès le départ une anthropomorphisation. Et ça nous paraît important de détricoter ça parce que plus on magifie les choses, moins on arrive à les comprendre, à les analyser, ces systèmes, et moins on arrive à comprendre comment ça marche, et plus ça masque les problèmes. Pour autant, à ce qu'il paraît, hein, les processus actuels de l'IA générative sont assez éloignés des processus psychologiques humains. On est loin d'une IA générale actuellement, hein, et on réfère là aux récents travaux, notamment qui essayent d'explorer les processus de traitement linguistique par l'IA générative et qui montrent qu'on est très loin de quelque chose de vraiment satisfaisant. Et la dernière exploration qui nous paraît intéressante, c'est de créer des outils, des ateliers pardon, de design d'outils d'IA qui sont, dont le but est de magifier dans un premier temps pour montrer en quoi c'est intéressant, mais aussi dans une deuxième partie de les démagifier, c'est-à-dire en expliquant vraiment comment ça marche, en expliquant les opinions qui sont derrière et en faisant jouer, en faisant manipuler les outils par les gens. Et on réfère là à l'excellent papier de Loupetti et Murray Rust qui parle de ça, et ça nous paraît une excellente piste de travail. Voilà, on a terminé et on est, je pense, prêt à répondre à vos commentaires, vos questions. Merci beaucoup. Il y a effectivement quelques questions dans le chat, donc je vais les prendre. Peut-être il y en a quelques-unes, donc je vous demanderai peut-être des réponses assez, assez synthétiques. La première concerne si vous avez un avis sur l'enseignement des langues, notamment au regard des nouvelles fonctionnalités qu'offrent des outils comme ChatGPT en termes de vocalisation. Je ne sais pas si quelqu'un a un Est-ce avis. que vous pourrez préciser un tout petit peu la question? Bah, Johan, si vous voulez préciser dans le chat, et puis on la reprendra après. J'interprète un peu, mais je pense que le ChatGPT, c'est un agent conversationnel textuel, Oui, et il a été récemment doté d'une capacité de parler quelque oui, part. oui. Et donc, je pense que la question du Johan, c'est de savoir si ça a un impact sur l'efficacité de l'enseignement au travers d'une IA générative. On pourrait peut-être imaginer converser avec elle, non pas par du texte, mais par de la voix. Mais je laisse Johan préciser. Ouais, il vaut mieux que ça soit précisé parce qu'il y a enfin, voilà, plusieurs axes de réponse possibles en fonction de ce qui a été posé. La deuxième question est très pratique, où Lise nous demande si les formations, donc du coup, j'imagine proposées par la GENIA, peuvent être également directement proposées en ligne. Oui, elles sont. Enfin, cette séance de sensibilisation, oui, on l'a fait en ligne. Je l'ai déjà faite en ligne une fois. Ouais, ouais. Oui, parce qu'on pratique pas là. C'est vraiment une séance de sensibilisation. Donc les gens n'ont pas besoin finalement d'ordinateur. On discute. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de présentations. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire via un Zoom. Merci. On a une question sur comment l'IA peut aider à développer l'esprit critique des étudiants, comme vous sembliez le dire dans vos propos. Je pense que Françoise, qui pose la question, n'a pas nécessairement saisi en quoi l'IA aide à ça. Non, c'est plutôt le contraire. Ah, pardon, Enfin, désolé. en fait, non, 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 non. Il y a, Ah oui, oui, d'accord. en La fait, question est bien ça, hein. Ouais. pour moi, l'IA, elle ne développe pas du tout l'esprit critique. Il est nécessaire d'exercer son esprit critique par rapport à ce que produit l'IA, puisque on peut obliger l'IA, enfin obliger, c'est un grand mot, mais on peut obliger l'IA à nous répondre, même si on dit n'importe quoi, si on pose n'importe quelle question. Dans mon établissement, donc à Grenoble École de Management, nous avons élaboré un serious game, un jeu sérieux autour de l'utilisation de l'IA et le prompting, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle le fait de faire des requêtes sur l'IA.
Et on a inventé un contexte, on a inventé une université et on a décidé que l'IA était Sherlock Holmes. Donc on pose des questions qui n'ont absolument aucune réalité. Et ben l'IA, quelle que soit la question qu'on lui pose, elle y répond. En fait. Donc en fait, si on lui pose n'importe quoi, elle répond ce qu'elle a envie de répondre. Elle s'adapte à notre question. Donc il est absolument très important d'apprendre aux étudiants à avoir un esprit critique par rapport à justement ce que répond l'IA, puisque l'IA, elle répond. Voilà. Elle répond toujours. Elle dit jamais je sais pas ou vous dites n'importe quoi. Non, ça jamais. Voilà, c'est ma réponse. Alors moi, j'apporte un petit complément. Je vais vous donner deux exemples pour montrer en quoi l'IA pourrait permettre de travailler sur des hauts niveaux cognitifs. Deux exemples qui ont été mis en place par des enseignants. Premier exemple, c'est que j'ai un enseignant qui me disait il n'analysait plus les réponses des IA. Enfin, il demandait aux étudiants d'interroger une IA et il travaillait sur le raisonnement des étudiants et sur le raisonnement des prompts. C'est-à-dire qu'en fait, son évaluation, c'était de travailler sur comment, en fonction des réponses de l'IA, l'étudiant va reprompter derrière et va améliorer. Donc, c'était toute la démarche réflexive de l'étudiant sur l'usage de ça qui était, enfin, sur l'usage de l'IA qui était évalué. Et puis, un deuxième exemple, on a des IA aujourd'hui, enfin bon, vous prenez ChatGPT assez facilement, on peut lui demander de nous produire un texte à la manière de. Et l'intérêt, là, ça serait de regarder et de faire analyser les étudiants, enfin, c'est de faire travailler les étudiants sur le comparatif de ce texte, d'un texte produit par une IA et d'un texte produit par un auteur, et vraiment de travailler sur la finesse, quels seraient au niveau du texte produit par l'IA, les éléments qui permettraient de dire que c'est une IA qui l'a produite ou que c'est l'auteur et sur quoi on s'appuie sur les figures de style et ce genre de choses-là. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser les IA et de travailler donc sur des, oui, sur de l'acquisition de capacités cognitives de plus haut niveau. C'est-à-dire que ne pas se contenter de leur demander une réponse et de recracher une réponse, mais de travailler sur l'analyse des réponses qui sont faites, par exemple. Merci. Je reviens sur la question de Johan qui a précisé effectivement la question d'enseignement des langues par ChatGPT. Donc effectivement, sa question, c'est bien l'interaction vocale avec une IA générative. Et il précise un peu en disant, et si je comprends bien, c'est quelle sera la place de l'enseignement Ah, au regard de ça. ouais. Alors la place enfin, moi, je suis complètement convaincue que l'enseignant, il va pas du tout disparaître ou, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Daniel et Philippe, ce que vous en pensez, mais c'est comme quand la machine à écrire, n'importe quoi. La machine à calculer est arrivée, les profs de maths se sont dit, mais enfin, le calcul, ils vont plus calculer. Ou alors Wikipédia, les profs d'histoire, ben, ça va, les MOOC, l'arrivée des MOOC, ben, il n'y a plus besoin de profs parce qu'il y a des MOOC. Chaque fois, on a des peurs, c'est normal d'avoir des peurs, mais l'IA, elle obéit à ce qu'on lui demande. Donc, si on lui demande d'entraîner un élève, alors, on lui donne des conditions. Je suis un élève de master ou de L3. J'ai à peu près le niveau B1, je sais pas quoi en anglais. Est-ce que tu pourrais m'aider à répéter tel truc? Tu me donneras les réponses justes, les réponses fausses. Voilà. Mais elle va jamais aller au-delà. Ça va jamais remplacer toute la pédagogie, le rôle d'accompagnateur et de faire réfléchir les étudiants, leur faire apprendre ça. L'IA, elle le fera jamais. Donc, moi, c'est vraiment peu d'inquiétude. C'est vrai que ça traduit et que effectivement, peut-être qu'il y a des métiers qui vont se transformer par rapport à la traduction, parce que de plus en plus, les IA qui permettent de traduire sont de plus en plus correctes et performantes. Mais si vous utilisez, comme moi, c'est mon cas, des outils de traducteur, parce que je travaille dans le cadre d'un projet européen et qu'il faut que je le traduise, il faut toujours que j'y revienne, il faut toujours que je re-regarde, il faut toujours que je demande à quelqu'un qui parle correctement l'anglais, parce qu'il y a des subtilités, parce il y a des nuances dans le langage, et je suis convaincue qu'en tant que prof, on a absolument toute sa place. Mais je laisse Daniel et Philippe compléter là-dessus. Moi, Je je me vais fais vous zéro interrompre parce que inquiétude. je vois l'heure qui tourne, donc je vais je vais prendre. Alors, c'est pas pour vous OK. couper la parole, hein, désolé, c'est juste pour tenir le temps. Il y a deux questions qui me semblent similaires sur, j'imagine, deux enseignants qui sont un peu démunis par rapport à justement ces nouveaux outils.
et qui rejoignent la question de délivrer le webinaire que vous avez mentionné, enfin la formation que vous avez mentionnée sous forme de webinaire. Et puis également, vous demande si vous avez des ressources à conseiller pour se former, pour mieux appréhender Oui, ces choses-là. Et un complément de la question qui apparaît dans le premier paragraphe, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas toujours un biais d'autorité, c'est-à-dire que les étudiants répondent plus à ce que voudrait entendre le prof. Et ça rejoint la question quelque part, je pense, de l'esprit critique. par Oui, rapport aux ressources, oui, il y a plein de choses et je vais les mettre dans le chat si OK. c'est comme ça. Voilà. oui, Pour les enseignants. pour les ressources, il y a une très bonne ressource qui a été faite par, il me semble que c'est l'INRIA, qui sur FunMOOC, donc si vous allez sur la plateforme de Oui, MOOC, je suis d'accord. qui s'appelle FunMOOC, il y a un MOOC qui s'appelle l'IA pour les enseignants, par les enseignants pour les enseignants, je crois, c'est quelque chose C'est comme ça. ça, c'est ça. Donc Ouais. c'est un très bon début et en quelques heures, je crois qu'en trois, enfin bon, entre 3 et 5 heures de suivi de ce Ouais. MOOC-là, vous avez un beau débroussaillage de ce que c'est que l'IA au niveau des systèmes éducatifs. Et puis il y a aussi l'Université de Genève qui a fait un super travail par rapport à ça avec un support génialier avec plein de pistes, plein de ressources que je trouve franchement touffues, dans lequel on peut aller puiser quand on en a envie. Ça vaut sacrément le coup. Je vous mets le lien, je le recherche et je vous mets le lien dans le chat. Parfait, merci. La question d'après est pertinente également, c'est de suggérer ou de se poser la question de comment construire ensemble, étudiants et enseignants, sur l'utilisation de l'IA et notamment en protégeant l'autonomie de la pensée et évidemment en ayant un gain de temps dans l'apprentissage. Oui, alors bah, là, je reviens sur la demande des enseignants, mais on pourrait faire la même pour les étudiants. C'est-à-dire que moi, je pense sincèrement que s'il y a des IA qui doivent se déployer au sein de nos universités, enfin, au sein d'un système éducatif, il faut que tous les acteurs puissent prendre part à ce déploiement-là pour valider que l'IA répond bien aux objectifs qui sont attendus par tout le monde. Et je reprendrai ce que disait tout à l'heure Emmanuel en parlant en parlant de ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. On a un objectif, on va évaluer cet objectif à la fin, on a une méthode, on a des outils qu'on va utiliser au milieu. Est-ce que l'IA permet de répondre aux objectifs qu'on s'est fixés? Et donc, voilà, je pense que cette interrogation, on doit se la poser, et les étudiants doivent se la poser aussi, comme les enseignants. Merci. Il y a une dernière question qui pose la question de la créativité. Donc, est-ce que l'IA peut aider à la créativité? Je peux en prendre une partie, même si je suis très loin de vos problématiques de pédagogie. J'ai animé une table ronde pendant le SIDO en septembre dernier où le sujet était l'IA et le design. Design au sens graphique, produit, etc. Et j'ai un peu provoqué les deux, trois designers qui étaient autour de la table ronde en leur disant, bah, avec l'IA générative, vos métiers sont morts quelque part. Et leur réponse a été évidemment non. Et ils m'ont expliqué pourquoi en disant une IA, vous autres ingénieurs, vous recherchez des IA qui sont prédictibles, exactes, qui ne mentent pas, qui donnent les bonnes réponses. Et nous, créatifs, on cherche à la faire délirer le plus possible et on cherche l'hallucination à tout prix. Et ils disent c'est là qu'on rentre dans des processus créatifs. Donc moi, ma réponse sur cette question-là, ce serait plutôt oui, mais en utilisant l'IA, pas comme elle doit être utilisée. Donc, je ne sais pas si vous avez une autre vue côté pédagogie. Moi, Bah, par juste en termes rapport. de fonctionnement, Vas-y, pardon. Daniel, vas-y. Non, Finis. juste en termes du fonctionnement des IA, vous savez qu'on peut régler la température de réponse Ouais. d'un chatbot et donc qu'on peut euh, euh, plus ou moins rendre cette IA créative ou pas. Voilà, c'est tout. Donc on peut avoir quelques perles quand même si on pousse vraiment la température trop haut, on a vraiment quelque chose d'incohérent. Mais avec un bon réglage, on peut avoir des choses qui sont quand même assez intéressantes, quoi. Rigolotes. Bon, Oui, qui pousse à l'esprit critique, on va dire. qui peuvent. La dernière remarque, question qui est plutôt une remarque en fait, qui met en exergue le besoin effectivement de former les étudiants, les enseignants, parce que justement les étudiants de toute manière, et vous l'avez bien montré dans vos présentations, utilisent à tort et à travers l'IA générative et il n'y a rien à faire contre. Donc effectivement,
il y a un besoin d'expliquer, de mieux utiliser ces outils, sachant que ça va être de plus en plus difficile de les contrôler. Et effectivement, c'est un commentaire que je peux rajouter. Les entreprises ont le même problème, hein. Il y a 70% des dirigeants qui ont interdit l'usage de l'IA générative pour différentes raisons dans leur entreprise. Et il y a 80% des employés qui l'utilisent avec leur adresse perso dans le dos de leurs employeurs, avec tous les soucis que ça peut créer de fuite de données, etc. Donc, je dirais que l'enseignement n'échappe pas à cette tendance-là. Et effectivement, la bonne réponse est probablement de favoriser ces usages parce qu'on n'y échappera pas et effectivement de s'y former, de s'y préparer. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment là que ça réside. De toute façon, ça fait partie intrinsèque vraiment de ce qui nous attend. C'est notre contexte aujourd'hui. Donc, autant, autant essayer au lieu de lutter en disant on s'en passe, on met des grandes barrières, on met des forteresses autour de ça. Non, non, c'est important de le manipuler, de le comprendre et puis de faire avec. Et puis de former au mieux les étudiants à ce contexte-là, justement, en les armant avec l'esprit critique, avec le regard, avec la distanciation, en leur permettant En fait, moi, je pense que c'est vraiment important de maintenir des moments où on va être juste avec du papier, du crayon, parce que corporellement, sensoriellement, on va quand même éprouver des choses quand on a un papier, un crayon, quand on a du scotch et des trucs comme ça. Et puis aussi, malgré tout, de le manipuler. Il faut vraiment maintenir les deux. Ça me paraît très, très important. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre webinaire. Donc, juste 2 mots pour remercier nos 3 intervenants. Je pense que vous avez bien fait passer les messages. Pour les gens qui étaient dans le webinaire, évidemment, le webinaire sera disponible en replay. N'hésitez pas à contacter nos intervenants parce que je vois que vous avez peut-être plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Vous avez également plein d'attentes et je pense qu'ils ont des outils pour vous aider dans ces choses-là. Et puis un dernier mot pour vous dire que l'an prochain, ces webinaires continueront. Donc, on va reprendre ça fin janvier. On va adresser les besoins et les réponses qu'ont trouvées les filières au travers de l'intelligence artificielle. Donc, on va changer un petit peu le format. Effectivement, on aura plutôt, d'habitude, on a 1 ou 2 intervenants. On sera plutôt sur 3 intervenants avec un témoignage d'un acteur de la filière. Quelle réponse il a trouvé dans l'IA? Est-ce que ça répond à ses attentes ou pas et comment il l'a fait? Un représentant de cette filière qui va exprimer les besoins, les attentes, les craintes de la filière et peut-être un expert de l'IA sur cette filière qui viendra effectivement débattre et amener des réponses aux questionnements qu'on va pouvoir faire naître. Quand je parle de filière, hein, ça peut être l'industrie, ça peut être les transports, ça peut être la santé, ça peut être la défense. Donc, on va balayer une dizaine de filières, on aura une dizaine de webinaires comme ceci. On restera sur des créneaux vendredi 13-14, parce que c'est un créneau qui marche relativement bien. Je remercie encore une fois nos intervenants. Je remercie évidemment Miaï pour tout le travail qui est fait en back-office que vous ne voyez pas toujours. Et puis évidemment nos participants aujourd'hui qui sont encore venus nombreux. Merci, bonne fin d'année et à l'année prochaine. Merci. Au revoir. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir.